Je pensais vraiment que j'allais avoir des obstacles qui viennent dans tous les sens. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes dans l'entrepreneuriat? J'en ai plein. J'en ai plein à vous donner. J'ai essayé d'en noter, d'en noter un maximum. Je vais évidemment pas pouvoir tout recenser parce qu'il y a 1 milliard d'erreurs qu'on peut faire dans l'entrepreneuriat. Mais je vais essayer en tout cas de vraiment vous recenser le maximum d'erreurs qui sont en tout cas les plus fréquentes. Alors dans un premier temps, pour moi, il y a le fait de gaspiller son argent dans des produits ou des services qui ne sont pas une priorité ou qu'on pourrait faire soi-même. Donc je vois souvent qu'il y a des entrepreneurs, dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, parfois même avant même de gagner de l'argent, qui tout de suite vont faire appel à un tel qui est graphiste, un tel qui fait ci, un tel qui fait ça, alors que c'est pas une nécessité absolue. Et dans pas mal de cas aussi, ils auraient pu aussi se former eux-mêmes et en se cassant un petit peu la tête, réussir à faire quelque chose qui sera forcément de moins bonne qualité. Moi, mon premier site, il était fonctionnel, etc. Il était assez joli, mais c'était pas ce que j'aurais obtenu si j'avais payé quelqu'un 5 000 € pour faire mon site. Je sais pas si c'est exactement les prix, mais bref, voilà. Et concrètement, ça sera peut-être moins joli, etc. Mais dans un premier temps, quand vous débutez, quand vous n'avez pas de trésorerie, etc., ou même quand vous commencez à faire de la trésorerie, l'erreur c'est d'essayer à tout prix d'un coup d'acheter les services et les produits d'un tel pour investir dans l'entreprise, mais au final de se retrouver à vider les caisses. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, encore une fois c'est très important, au contraire, c'est-à-dire que l'argent, il faut le réinjecter au maximum dans votre entreprise. Pour moi c'est très important de savoir perdre de l'argent pour en gagner, mais il faut le faire vraiment intelligemment. Il faut à chaque fois se poser les bonnes questions et se dire est-ce que c'est vraiment une priorité, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que si là demain je ne fais plus de chiffre d'affaires, est-ce que je vais pas regretter d'avoir investi dans telle ou telle chose. Vraiment posez-vous les bonnes questions avant de décider d'investir dans tel produit ou service pour votre entreprise. Une autre erreur, c'est de négliger le marketing, de se dire qu'on a un super produit, ce qui est peut-être le cas, mais de se dire vu que j'ai un super produit, ça va forcément attirer du monde, ça va forcément plaire, etc. Je peux vous assurer que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, s'il n'est pas vendu comme il faut, s'il n'est pas marketé comme il faut, vous n'allez pas aller très loin. Donc le marketing, c'est comme pour tout le reste, c'est une compétence qui s'apprend, donc à travers des livres, des vidéos, énormément de contenu. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais du coup c'est vraiment une compétence qui s'apprend, et le marketing c'est juste la base pour ce qui est de la vente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, vous avez eu toute votre phase de conception du produit, de ci, de ça. Ça maintenant c'est terminé. Maintenant il y a toute la phase de vente. Donc en fait tout ce que vous avez pu faire avant, ça n'a pas grande importance à partir du moment où vous n'êtes pas en mesure de vendre le produit en question. Donc c'est très très important de s'y focaliser un maximum et surtout de savoir se remettre en question. Si votre produit il ne vend pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement en fait tester des choses. Il ne faut pas être là à se morfondre pendant des mois, et surtout il ne faut pas s'entêter dans son échec. C'est-à-dire que si vous voyez que telle méthode ne fonctionne pas, restez pas là pendant des mois à utiliser la même méthode en espérant qu'un jour elle fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, changez, testez différentes manières, testez différentes choses. Personne ne pourra vous donner la méthode clé en main pour pouvoir marketer parfaitement. Testez des choses, voyez ce que ça donne, et à chaque fois vous faites des ajustements, mais ne vous entêtez pas quand vous voyez que ça ne fonctionne pas. Une autre erreur, c'est de faire une marge dérisoire. Alors ça va vous empêcher en fait de faire évoluer votre entreprise. C'est-à-dire que quand vous faites une toute petite marge, concrètement, vous allez pouvoir à peu près garder l'entreprise vivante, mais souvent vous n'allez pas pouvoir vous payer. Et si vous arrivez à vous payer, vous n'allez pas avoir assez pour faire évoluer l'entreprise, parce que forcément, dans la grande majorité des cas, il faut quand même investir un peu d'argent pour pouvoir la faire aller plus loin, pour pouvoir créer de nouveaux produits, pour pouvoir investir dans le marketing, etc. Vous avez besoin d'avoir de la trésorerie, c'est très important. Donc faites attention à la marge que vous fixez. Il faut aussi se dire que souvent les consommateurs vont être mécontents de vous voir augmenter les prix. Donc vous dites pas je mets ça maintenant et puis j'augmenterai les prix plus tard. Essayez vraiment de mettre un prix juste dès le départ, parce qu'encore une fois, c'est avant tout une histoire de marketing avant d'être une histoire de prix. Une autre erreur, c'est de négliger la formation. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne systématiquement quand on me demande quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat. Formez-vous. L'entrepreneuriat, en fait, c'est être multicasquette. C'est porter plein de casquettes en même temps. C'est devoir gérer un nombre incalculable de choses. Et ça, c'est pas des choses qui s'improvisent, c'est des compétences à acquérir. Donc, je vous en parlerai un petit peu en fin de vidéo, comment vous pouvez simplement vous former. Mais c'est une part primordial, et si vous pouvez ne serait-ce que vous former avant de lancer votre projet, ça serait largement mieux. Moi personnellement, c'est vraiment ce que j'ai fait, parce que se lancer tête baissée dans un projet alors qu'on a zéro compétence,
ça peut être vraiment limite. Je dis pas que vous devez tout maîtriser avant de lancer votre projet, parce que sinon on s'en sort pas, on se lance jamais, hein. Mais en tout cas, il y a des compétences qui vont vous être indispensables et qu'il va falloir forcément développer avant de lancer son projet. Autre erreur, c'est de ne pas déléguer. Alors c'est une erreur que j'ai faite pendant très longtemps. Le truc c'est que forcément au début tu te dis on ne fera pas aussi bien que moi. Voilà, donc c'est très compliqué de déléguer parce que on sait que nous on va le faire bien, on sait que nous on sait comment faire et que si on délègue à quelqu'un il risque de pas le faire aussi bien. Sauf que en fait à partir d'un certain stade c'est laisser son entreprise mourir en fait. À partir d'un certain stade vous devez consacrer du temps sur d'autres choses et le truc c'est que vous êtes retenu par des choses sur lesquelles vous pourriez déléguer. Et souvent, c'est des choses qui n'apportent pas vraiment de plus-value à l'entreprise. C'est souvent des choses mécaniques que vous êtes forcé de faire. Et c'est vrai que moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de déléguer un certain nombre de choses au secrétariat, à mon assistante, etc. Ça a été très, très dur pour moi. Mais en fait, il faut accepter ce truc-là que oui, ça sera peut-être pas parfait. Oui, vous allez prendre du temps pour les former, etc. Mais c'est nécessaire parce que ça va vous économiser un temps qui est précieux pour pouvoir justement travailler sur d'autres éléments de votre entreprise et la faire évoluer. Autre erreur, c'est de négliger la satisfaction de ses clients. Vos clients, en fait, c'est votre publicité numéro 1. On vit dans une ère où tout le monde peut donner son avis. C'est-à-dire que moi, demain, j'achète un produit, je ne suis pas contente du service de l'entreprise, je vais pouvoir aller me plaindre sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, sur peu importe, aller leur mettre un sale avis sur Google. On vit aujourd'hui dans une société où tout le monde peut avoir de l'influence à son échelle et le truc c'est que vous pouvez réussir à entuber entre guillemets un certain nombre de personnes pour acheter vos produits au début, mais très vite les avis négatifs vont commencer à s'accumuler et vous allez avoir tout simplement une mauvaise réputation et à partir du moment où on a une mauvaise réputation c'est très très difficile de revenir de ça en fait, de réussir à changer cette mauvaise image qu'on peut avoir auprès des gens parce que souvent il y a tellement de choix, il y a d'autres entreprises auxquelles on pourrait faire appel qu'à partir du moment où une personne voit des avis négatifs sur votre entreprise, elle se dit ok ça je boycotte, c'est mort, c'est impossible, je n'achèterai jamais chez cette entreprise là, tout simplement parce que voilà, j'ai le choix, j'ai la possibilité d'acheter chez quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que je vais acheter chez quelqu'un qui a de mauvais avis? Souvent on en arrive à du boycott total, donc votre réputation il faut la soigner, c'est tellement important. Autre chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'en fait acquérir un nouveau client, ça peut coûter jusqu'à 5 fois plus cher que le fait de garder un client déjà fidèle. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un client qui est déjà là, c'est un client qu'il faut choyer encore plus. Pourquoi? Parce que c'est un client déjà qui a déjà dépensé chez vous, qui sera plus enclin à redépenser chez vous. Il faut savoir que voilà, forcément, quand par exemple vous avez déjà commandé sur un site de vêtements, par exemple, vous serez plus enclin à recommander sur ce site-là si le service client était bon, si la livraison était rapide, si tout allait bien, vous serez beaucoup plus en confiance pour recommander chez cette entreprise-là parce que tout s'est bien passé la première fois. Alors que commander chez une nouvelle entreprise que vous ne connaissez pas, il va falloir qu'elle parvienne à vous convaincre, il va falloir qu'elle vous enlève un petit peu le blocage psychologique et qu'elle vous fasse sauter le pas. Et vous faire sauter le pas, ça va souvent passer par de la publicité qui est payante, ça va passer par un certain nombre de moyens qui du coup risquent de coûter cher à l'entreprise. Donc si j'ai un conseil à vous donner vraiment, c'est de choyer vos clients déjà existants. Ils seront beaucoup plus enclins déjà à vous faire de la bonne publicité, en plus à recommander ou à redépenser entre guillemets dans votre entreprise. Bref, c'est vraiment les clients qu'il faut le plus conserver. Le fait de retenir ne serait-ce que 5% de vos clients, ça va pouvoir augmenter votre profit de 25% à 95%. Donc selon votre situation, selon votre type de produit, selon le marketing que vous allez mettre en place, etc., ça peut vraiment changer la donne et il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui s'en sortent bien grâce à leurs clients déjà existants. Le taux de vente vers un client que vous avez déjà, il est d'à peu près 60-70%, alors que le taux de vente chez un nouveau client va plutôt être de l'ordre de 5 à 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est massif. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Occupez-vous de vos clients déjà existants au lieu de juste être focalisé à gagner de nouveaux clients. Autre erreur, c'est de ne pas être capable de s'adapter et de changer sa ligne, changer sa trajectoire alors que le marché est en constante évolution. Il faut juste être attentif en fait. Il faut être attentif au marché, il faut être attentif aux clients, il faut être attentif au feedback que vous recevez et être prêt en fait simplement à vous adapter et à changer de direction si c'est nécessaire. Donc tester de nouvelles choses, c'est ce que je répète tout le temps, tester. Ne restez pas sur une seule manière de faire en vous disant bon c'est la manière que je connais, c'est la manière qui me semble la plus naturelle. Non, testez des choses parce que vos concurrents eux sont en train de tester d'autres choses et si vous n'arrivez pas à vous adapter vous au marché alors que eux y parviennent,
ils vont simplement récupérer vos clients. Autre erreur, c'est de refuser les feedbacks. Je me rappelle, un jour, on avait reçu un mail, c'était au tout début, donc forcément, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, hein, voilà. Toute la meilleure volonté du monde était là, comme je vous l'ai dit, hein, je travaillais sans cesse, jour et nuit, 7 jours sur 7, mais forcément, c'est une entreprise qui démarre, donc on faisait des erreurs sans forcément le faire exprès. Et je me souviens que du coup, on avait reçu un mail d'une cliente qui a fait en fait un très long mail où elle nous expliquait en fait tout ce qui lui avait déplu, tout ce qui n'allait pas. Et en fait, son mail a été accueilli avec énormément de gratitude. Je l'ai longuement remercié, je l'ai beaucoup remercié d'avoir fait ce mail-là. Je l'ai remercié d'avoir pris le temps de le faire, d'avoir pris le temps de faire aussi quelque chose de si détaillé. Je lui ai évidemment proposé une solution, etc. Et en fait, je me souviens qu'elle était choquée. Elle me disait, mais je m'attendais pas à ce que vous receviez mon mail de cette manière-là, parce que c'était un mail de critique en fait. C'était un mail où il y avait énormément de critiques dedans. Et elle s'attendait à ce qu'on soit sur la défensive, etc. Et pas du tout. On l'a simplement en fait remercié d'avoir pris le temps de faire ce feedback là. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait été sur la défensive? Parce que cette personne là en fait, elle a fait une critique qui était constructive, elle a fait une critique où il n'y avait pas de méchanceté ou quoi que ce soit. Elle était vraiment simplement là en train de nous dire voilà ce qui m'a pas plu, parce que bon, forcément si un client est juste là en train de cracher son venin, forcément ça va pas avoir le même impact. Mais en gros, quand une personne vraiment vous fait un feedback, même si il est négatif, même s'il y a de la critique dedans, à partir du moment où cette critique elle est constructive, prenez-la vraiment, ne vous mettez pas sur la défensive. Je sais que ça peut être difficile parce que votre entreprise c'est un peu votre bébé, donc le fait qu'on la critique ça peut être compliqué, mais dites-vous qu'en fait cette personne elle est en train de vous faire un cadeau qui est le cadeau en fait de l'amélioration, de l'évolution, et grâce à cet élève là on a pu faire énormément de changements, vraiment, j'ai été très reconnaissante de son mail, on a pu faire énormément de changements et permettre en fait aux autres personnes qui ont suivi de profiter de tous ces changements là. Vraiment on a pu ensuite réussir et on a pu ensuite avoir énormément de retours positif grâce à ce retour négatif là, parce qu'on l'a pris en compte et parce qu'on a fait les changements nécessaires. Autre petite anecdote que je peux vous donner, récemment avec mon assistante, du coup on était en discussion par rapport au marketing. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet de la discussion en question, mais en gros on était en train de discuter de ça et on avait deux avis totalement différents. Et elle me disait mais ça je suis sûre que ça pourrait marcher, et moi je disais mais non, ça je suis sûre que ça marchera pas. Et en fait on continuait comme ça. Au bout d'un moment je m'arrête comme ça, je dis mais pourquoi est-ce que j'insiste comme ça? On teste. J'arrête pas de dire qu'il faut tout le temps tester. Testons, c'est pas quelque chose, au pire des cas, on va perdre un peu de temps et de l'argent, rien de dramatique, rien qui va nous faire couler, rien de, il faut être prêt à investir du temps et de l'argent, il faut être prêt aussi à le perdre. Donc du coup je lui dis écoute, franchement tu sais quoi, testons, voyons ce que ça va donner. Et au final ni elle ni moi n'avions vraiment raison, on a pu apprendre plein de choses grâce à ce test qu'on a pu faire, et au final ça a été extrêmement bénéfique. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment prenez les feedbacks, à moins que ce soit quelque chose qui risque de vous faire couler, quelque chose vraiment qui aurait des conséquences très graves, réfléchissez-y plutôt à deux fois. Mais en tout cas soyez toujours ouvert à la critique. Si vous avez une entreprise et que vous refusez la critique, mais vous courez à votre perte, vraiment, c'est pas possible en fait de fonctionner de cette manière-là. Et surtout remerciez toujours les personnes qui vous font des critiques, qui vous donnent des feedbacks. À partir du moment où c'est constructif, ces personnes-là sont en train de faire un travail que vous n'avez pas pu faire vous-même en fait. Elles sont en train de travailler gratuitement pour vous, donc remerciez-les, c'est la moindre des choses en fait. Autre erreur, c'est de s'attendre à ce que votre entourage soit aussi enthousiaste ou encourageant. Ça sera souvent pas le cas, surtout quand on démarre. Au début, on a souvent des personnes qui ont plein de pensées limitantes, qui essayent de te décourager, mais pas par méchanceté forcément, hein. Je suis pas vraiment en train de parler de personnes qui sont là en train de cracher leur venin et tout. C'est pas du tout de ça que je parle. C'est des personnes simplement qui, dans leur pensée, elles n'arrivent pas à s'imaginer que ça puisse fonctionner. Donc en fait, souvent c'est surtout pour vous protéger qu'elles vous disent ça. Par exemple, souvent quand la famille essaye d'être décourageante, etc. Bon, il y en a qui sont malveillants, ça existe forcément, mais il y en a aussi qui essayent de vous décourager parce qu'ils ont peur pour vous, parce qu'ils ont peur que vous échouez, parce que aussi ils sont persuadés dans leur tête que ça va pas marcher. Après, ils ont parfois raison, parfois tort, mais eux, ils sont persuadés que ça va pas marcher, donc ils essayent de vous conseiller en fonction de ça. Donc du coup, vraiment, il faut pas le prendre personnellement, et surtout, il faut se préparer psychologiquement à ce que votre famille, vos amis soient pas forcément d'un très grand soutien, parce que souvent, ils ont plutôt besoin de voir les résultats avant de vous soutenir, ce qui est un peu horrible, mais c'est pas grave. C'est le jeu, ça fait partie du game, hein. Il faut qu'ils voient vraiment que votre idée fonctionne, parce que eux sont persuadés que ça fonctionnera pas. Donc à partir du moment où ils voient que ça fonctionne, ils seront beaucoup plus enclins à vous soutenir. Donc ne vous vexez pas inutilement. Autre erreur, c'est de confondre leadership et tyrannie. Ça, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. T'en as plein, à peine ils vont commencer à avoir des employés ou des stagiaires ou peu importe,
ils vont commencer à se prendre pour Monsieur Big Boss et à être voilà, vraiment mauvais avec leurs employés, à être très durs, à ne jamais accepter la moindre erreur. Clairement, c'est pas du tout ma mentalité, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Bien au contraire, vraiment, j'encourage vivement toutes les personnes qui travaillent avec moi à venir me voir si jamais elles ont fait une erreur ou quoi que ce soit, qu'on puisse déjà la corriger ensemble et puis réfléchir à comment on peut éviter de la refaire la fois d'après. Voilà, le leadership, c'est de mener tout le monde vers le haut, c'est de mener toute l'équipe vers le haut. C'est pas de punir, c'est pas de châtier, c'est pas du tout ça. C'est vraiment voilà, de faire profiter les autres de votre expérience et puis de vos encouragements, etc. Leadership, c'est pas tyrannie. C'est deux choses qui sont totalement incompatibles. Autre erreur, c'est de s'attendre à ne jamais échouer. Vous pouvez être la personne la plus douée, la plus intelligente, la plus déterminée au monde, ça ne vous exemptera pas d'échouer. Je vous conseille vivement de lire les récits de grands entrepreneurs. Vous verrez qu'en fait, il n'y en a pas un seul d'entre eux qui n'a pas échoué à un moment donné. La grande majorité d'entre eux ont même échoué un nombre incalculable de fois. Et surtout, même dans ces récits-là, en fait, ça vous montrera pas tous les échecs qu'ils ont pu, vous voyez, tous les milliards de petits échecs qu'ils ont pu avoir au quotidien. Et ça, vraiment, ça remet les choses dans leur perspective parce que quand on démarre, on a souvent cette culpabilité, on s'attend aussi à ne pas échouer, etc. Et donc, quand on échoue, on le vit très mal et on commence à se remettre soi en question. Et c'est vrai que le fait de lire des récits de grands entrepreneurs, de personnes qui ont réussi à faire de grandes choses, etc. et de voir que même ces personnes-là ont échoué, ça permet de se rassurer soi-même, d'enlever cette culpabilité qui nous ronge au début, surtout parce que voilà, on a l'impression, on se dit mais c'est moi qui suis en train de mettre en danger ma propre entreprise, etc. C'est un sentiment qui est très difficile à vivre. Donc du coup, ça permet de remettre les choses en perspective et de se dire si lui, il a fait des erreurs, qui suis-je pour ne jamais en faire? Autre erreur, c'est de ne pas avoir de vision et de se projeter uniquement sur le court terme. Bon, ça va mener à plein de problèmes, ça peut mener à des problèmes de gestion, ça peut mener à des problèmes dans la trésorerie, comme je vous disais, quand on se projette sur le court terme, souvent on a tendance à vider les caisses un petit peu n'importe comment. Ça peut poser énormément de problèmes et surtout ça va vous limiter pour ce qui est de la croissance de l'entreprise, puisque quand vous avez une vision pour les 10 prochaines années, par exemple, ce qui ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme ça, voilà, ça on peut pas le prédire à l'avance, mais en tout cas vous avez une vision et ça vous donne une ligne directrice. Ça va vous permettre en fait voilà, de pouvoir faire grandir votre entreprise, de pouvoir la faire évoluer parce que vous avez une vision à long terme et du coup ça vous sert vraiment de fil conducteur. Autre erreur, et après je vais m'arrêter là, c'est de ne pas définir de cible et de se dire je vais vendre à tout le monde. Le truc c'est qu'en fait vous devez définir un persona, vous devez définir une cible parce que en fait le marketing ça peut pas juste être quelque chose de général, c'est-à-dire qu'en fait vous devez parler à certaines personnes, c'est-à-dire qu'en gros votre cœur de cible il faut que vous soyez capable de lui parler et forcément les cibles sont différentes et donc la manière de vous adresser à ces cibles-là sont différentes. Tout comme voilà, chez Zia on a vraiment de tout, on a absolument de tous les âges, de toutes les cibles, etc. Mais on sait comment s'adresser à chacun de ces types-là. Donc voilà, on va pas s'adresser pareil à un étudiant qu'à une personne qui a 40 ans qui est dans la vie active, qu'à une personne qui est retraitée, etc., etc. Donc ça ne vous empêchera pas de vendre au-delà de votre cible, mais ça va vous permettre de savoir en fait comment vous exprimer pour vraiment marketer et vous adresser à cette cible en particulier, ce qui vous empêche pas d'avoir plusieurs campagnes de publicité par exemple qui elles vont s'adresser à différents publics. Voilà. Mais il faut cibler dans son discours, c'est très très important. Bon, je m'arrête là pour les erreurs, comme je vous ai dit, il y en a un nombre incalculable, j'ai essayé vraiment de vous lister les plus fréquentes, celles qui me venaient à l'esprit. On va passer à la question suivante. Alors, quelle banque choisir? Alors, encore une fois, ça dépend de votre type d'entreprise et de la taille. Personnellement, j'ai vraiment cherché en fait des comparatifs sur internet et puis ensuite je me suis rendue vraiment sur place pour pouvoir comparer, sachant que par exemple la banque qu'on avait choisie au départ ne nous a pas pris pour la simple et bonne raison qu'il y a une particularité de notre entreprise pour laquelle ils ne sont pas habilités à faire ce qu'il faut. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais en gros, voilà, la banque qu'on voulait au départ n'était pas habilitée à gérer une entreprise comme la nôtre, donc on a dû voilà, chercher autre chose. Donc comme je vous l'ai dit, les comparatifs sur internet déjà ont aidé. Donc généralement, ce que vous faites, vous tapez le type, le statut que vous avez, donc je sais pas, EURL, SASU, etc. Vous tapez le type d'entreprise que vous avez, vous tapez comparatif banque, etc. Vous trouverez déjà quelques ressources et surtout rendez-vous sur place parce que, comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre statut, de la taille de votre entreprise, etc. Donc voyez un petit peu ce que les banques ont à vous proposer et choisissez en fonction. Alors ensuite, comment fixer les prix? Alors fixer les prix, ça se fait pas n'importe comment. Dans un premier temps, il faut prendre le temps d'estimer absolument tous les coûts. Vous avez une marque de vêtements par exemple, sur tel t-shirt, vous devez estimer exactement combien d'argent ça va vous coûter. C'est pas qu'une question de ce t-shirt me coûte 3,50 € par exemple à l'achat. Ça va être bien au-delà de ça, c'est-à-dire combien d'argent ça vous coûte de
de l'entreposer. Voilà, votre entrepôt, combien est-ce que vous payez d'argent tous les mois ou tous les ans, ou bref, peu importe, pour avoir votre entrepôt. Combien ça vous coûte pour expédier. Et pour expédier, du coup, le paquet dans lequel vous allez l'expédier, combien il vous coûte. Si vous mettez par exemple une carte à l'intérieur, une carte de remerciement à l'intérieur, comme c'est souvent le cas dans les colis de vêtements, combien cette carte est-ce qu'elle vous coûte, combien d'argent est-ce que ça vous coûte d'employer une personne pour emballer les colis, combien par exemple il va falloir pour ce qui est des impôts, des taxes, etc. Enfin bref, vraiment estimer l'intégralité des coûts. Ne vous dites pas ça me coûte que 1 ou 2 centimes, parce que dites-vous que 2 centimes sur 1000 t-shirts, ça va finir par faire une somme. Si les gens sont bloqués par votre prix malgré le fait qu'il soit parfaitement raisonnable, c'est très certainement qu'il y a un souci dans votre approche, dans votre marketing. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, testez des choses, testez d'autres discours, testez d'autres moyens de promouvoir votre idée, votre produit, votre entreprise, etc. Mais vraiment, il faut sortir de cette pensée limitante qu'il n'y a plus d'argent, que les gens n'ont pas d'argent, etc. Que c'est à vous forcément de réduire votre coût, etc. De vous retrouver limite à vendre à perte, etc. Enfin bref, ce genre de choses. Parce que je peux vous garantir que les gens sont prêts à mettre de l'argent quand c'est un produit de qualité, quand c'est quelque chose qui va vraiment apporter une plus-value à leur vie. Quand Apple vend un produit, il se dit pas est-ce qu'il n'est pas trop cher pour nos consommateurs, bien au contraire, ils ne font qu'augmenter leur prix. Ils se disent comment est-ce qu'on peut réussir à leur vendre malgré le fait que nos produits soient chers, malgré le fait que ce soit des produits luxueux entre guillemets, malgré le fait que ce soit des produits qui soient pas accessibles à la majorité des gens. Comment est-ce qu'on peut faire pour quand même réussir à leur vendre? Comment est-ce qu'on peut marketer ça pour quand même donner envie et pour faire que les gens investissent dedans? Bon, après, gardez à l'esprit qu'il y aura quand même des gens pour râler, hein, ça c'est sûr. Voilà, il y aura toujours des gens, même si votre prix il est parfaitement raisonnable, il y aura toujours des gens pour dire ouais c'est trop cher ou quoi. Mais à partir du moment où vous avez des clients, à partir du moment où votre produit vend, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ce genre de réflexion. J'avais entendu une phrase qui m'avait marqué qui disait que le bon prix c'est quand les consommateurs râlent mais qu'ils achètent quand même. Et par exemple avec Apple on est totalement là-dedans, c'est-à-dire que voilà, on râle tous en achetant notre iPhone, hein, moi la première, on râle tous en achetant son iPhone, mais on l'achète quand même pour plein de raisons. Moi personnellement c'est mon outil de travail numéro 1. Pour d'autres, voilà, c'est parce que on veut avoir l'air cool en ayant un produit Apple. Enfin bref, il peut y avoir un milliard de raisons. Bref, on râle en achetant le produit, on râle en voyant que tous les ans ils ont augmenté leur prix, mais on achète quand même et c'est là qu'on voit qu'en fait ils ont trouvé le bon prix. Alors il y a aussi un truc pour lequel je vais vous prévenir au cas où du coup vous allez vous lancer et que vous allez travailler seul. Il y a un truc qui est assez hallucinant, c'est que quand vous travaillez seul, en fait les gens ont tendance à vous prendre beaucoup moins au sérieux et à négocier vos prix. Moi je sais que c'était le cas au début quand j'étais juste une petite jeune qui donnait ses cours d'anglais. Forcément je travaillais toute seule, j'avais pas d'entreprise à proprement parler, etc. Et les gens en fait, malgré le fait que mes tarifs étaient extrêmement bas, ils négociaient, me donnaient l'impression que mes prix étaient exorbitants alors que vraiment ils étaient dérisoires. Et du coup voilà, vous aurez en fait toujours des gens qui vont chercher à négocier, etc. C'est à vous de mettre en avant la qualité de vos produits, c'est à vous de mettre en avant la plus-value qu'ils vont apporter, etc. C'est super important parce que vous allez devoir compenser le fait que les gens vous prennent moins au sérieux, parce que voilà, quand les gens vont faire leurs courses à Carrefour, ils négocient pas, hein, voilà, ils savent que c'est une entreprise, ils savent que les prix sont fixes. À partir du moment où vous travaillez seul, les gens auront beaucoup plus tendance à se dire ah, je peux peut-être gratter un truc. Et ce qui est assez marrant, c'est que voilà, aujourd'hui maintenant que j'ai une entreprise, aujourd'hui maintenant que l'entreprise compte plusieurs employés, enfin que c'est une vraie entreprise à part entière, les gens ne négocient plus parce qu'ils savent que les prix sont fixes, que c'est pas négociable, alors que à l'époque quand j'étais une petite jeune qui donnait ses cours, les gens négociaient à mort. Alors, quels étaient mes principaux freins? Alors, il y a 3 freins particuliers auxquels je pense là tout de suite. Le premier, c'était mon manque de technicité, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez créatif, je suis quelqu'un qui conçoit, etc. Mais sur le plan technique, je suis claquée au sol, clairement. C'est-à-dire que voilà, quand il a fallu concevoir le site internet, c'était une catastrophe. Dès qu'il a fallu manier la compta, etc., pareil. Donc en fait, j'ai fait les choses de manière assez artisanale, entre guillemets, en me débrouillant comme je pouvais. Mais il y a plein de choses qui n'étaient pas forcément au top parce que j'avais un vrai manque de technicité. Donc si c'était à refaire, je pense que je me serais mieux formée sur le plan technique. Je me serais peut-être formée un petit peu plus sur l'informatique, sur des choses sur lesquelles je suis pas très douée. Je pense que j'aurais fait
fait ça, mais voilà, j'ai pas de regrets non plus. Le deuxième gros frein, c'est mon esprit freestyle. C'est à la fois un accélérateur et un frein, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un de très impulsif et je ne réfléchis pas 4000 ans avant d'agir. Donc en fait, dès que j'ai une idée, boum, exécution. Dès que j'ai une idée, boum, exécution. Et en fait, c'est assez génial parce que c'est un accélérateur, forcément. Hein, voilà, quand t'es quelqu'un qui se prend pas 4 milliards d'années la tête avant d'agir, moi, je refuse de réfléchir trop longtemps parce que c'est le meilleur moyen ensuite de trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Mais du coup, voilà, je fonce tête baissée pour faire les choses. Donc à la fois, ça m'a permis d'avancer très vite dans mon business, mais en même temps, ça m'a mis dans énormément de galères. Notamment l'année dernière, vraiment j'ai vécu une année qui était très difficile à cause de ça. Enfin une année très difficile, la première moitié de l'année en tout cas qui a été très difficile à cause de ça. Et du coup voilà, c'est quelque chose que j'ai appris entre guillemets à calmer, notamment à cause de justement du début d'année dernière, enfin de la première moitié de l'année dernière qui a été assez traumatisante. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à calmer. Mais voilà, ça a été à la fois un accélérateur et un frein. La troisième chose, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le sentiment de culpabilité que vous avez au début quand vous faites des erreurs. Si vous faites une erreur, c'est pas fait exprès forcément, bien au contraire, vous vous donnez corps et âme pour votre entreprise et en fait vous avez par exemple un client qui est très mécontent et qui risque de vous mettre un avis négatif par exemple, et du coup à ce moment là en fait tu te sens ultra coupable, tu te dis mais attends là je risque de mettre en danger mon entreprise et c'est pas ma faute et je peux en vouloir à personne d'autre qu'à moi-même, donc c'est un sentiment qui est très difficile à vivre au début et puis ensuite on apprend un petit peu à le relativiser, notamment avec ce que je disais tout à l'heure, voilà, le fait de se dire si des grands patrons ont fait des erreurs, c'est pas moi qui ne vais pas en faire, donc voilà, on relativise tranquillement et on se dit Steve Jobs a fait des erreurs, alors moi aussi c'est pas grave. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Alors évidemment, je vais pas pouvoir vous lister tous les avantages et tous les inconvénients, et puis surtout, ils vont forcément refléter ma propre expérience personnelle, mais je vais vous en donner quelques-uns. Alors pour commencer, les inconvénients, bon déjà il y a l'instabilité, forcément, dans plein de situations, c'est un métier, une situation entre guillemets qui est pas très stable, la fatigue, la charge de travail très importante, les doutes, le stress, les critiques. Pour les avantages, je dirais qu'il y a la liberté d'action, la possibilité de travailler en accord avec ses valeurs, le fait de créer une société dans un domaine qui nous passionne. Et je fais n'importe quoi avec mes doigts, j'étais censée faire ça. Bon, la possibilité de créer du coup une société dans un domaine qui nous passionne, le sentiment d'accomplissement forcément, la capacité à avoir un impact selon le type de société que vous allez avoir, c'est quelque chose voilà, qui sera le cas ou pas, résoudre un problème qui nous tient à cœur et qui n'y avait pas de solution. Moi, dans les deux entreprises dans lesquelles du coup j'ai pu travailler, c'était concrètement ça. C'est deux problèmes que j'avais et il n'y avait pas de solution, donc je me suis dit je vais les résoudre moi-même. Autre avantage, forcément on s'amuse vraiment, c'est quelque chose qui peut être voilà, très fatigant, très stressant, etc. mais qui peut être aussi très fun. Ça permet, surtout dans mon cas, je pense comme j'avais 20 ans, de se prendre un coup de maturité incroyable d'un coup, de vraiment grandir puissance 1000 et c'est ultra enrichissant. Autre avantage, c'est de créer de l'emploi autour de soi. C'est vrai que voilà, là tous les membres de l'équipe, déjà c'est des personnes en or, enfin je me sens tellement reconnaissante de pouvoir travailler avec ces personnes-là. Et puis aujourd'hui par exemple de pouvoir travailler avec ma sœur, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru possible. Donc du coup clairement c'est un gros avantage. Et puis autre avantage énorme pour moi, c'est que je ne supporte pas la vie en entreprise, les délires de machine à café. Vous voyez ce que je veux dire, les comment ça va et qu'on te lâche comme un lundi, moi c'est un truc, ça me rend dingue. Voilà, j'ai pu travailler un petit peu en entreprise et j'ai détesté chaque minute de cette expérience-là. Après, je pense que voilà, chaque entreprise est différente. Hein. J'espère bien que toutes les personnes qui travaillent chez Zia ne se disent pas ça. En tout cas, je fais mon maximum pour. C'est quelque chose qui est tellement top pour moi de pouvoir m'épargner de travailler en entreprise parce que dans beaucoup de cas, c'est très ennuyeux et pas du tout dans ma mentalité, pas du tout avec mes valeurs, etc. Donc voilà, j'aime pas trop ça. Alors, comment savoir qu'on est sur la bonne voie et quand lâcher l'affaire? Alors, c'est très difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de foi qui rentrent en ligne de compte dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu auras toujours énormément de doutes et seuls les résultats pourront vraiment valider ce que tu penses. Je pense qu'il faut vraiment se fier à son instinct, rechercher un maximum les feedbacks, je sais, j'insiste dessus, mais c'est très important, et analyser chacune des actions entreprises pour évaluer son impact, surtout au début, surtout quand on n'a pas encore trouvé ce qui fonctionnait pour son entreprise, le fait de vraiment prendre le temps d'analyser quelles ont été les actions que j'ai entreprises, quelles ont été les réactions, quelles ont été, voilà, quel a été l'impact que ces différentes actions ont eu, c'est hyper important. Alors, est-ce qu'il faut attendre d'être sûr de son projet pour le commencer? Non,
et non. Très peu de personnes sont sûres à 100% de leur projet avant de se lancer et surtout, ça veut rien dire en fait. Tu peux être parfaitement sûr de ton projet et te planter, tout comme tu peux avoir zéro confiance en toi et en ton projet et au final, voilà, réussir d'une manière à laquelle tu t'attendais pas du tout. Donc non, on n'attend pas d'être sûr de son projet parce que déjà, c'est très rare que ça arrive. Mais surtout, voilà, être sûr de son projet, c'est un indicateur de rien hein, du tout. Ce qu'il faut faire par contre, c'est s'assurer qu'on a les bonnes clés en main, qu'on s'est suffisamment formé, qu'on a pris le temps de bien préparer son projet, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se focaliser. Par contre, la sensation d'être sûr de son projet, c'est absolument pas un indicateur de quoi que ce soit. Alors, je vais terminer par 2 points. Déjà, je vais vous donner du coup quelques conseils pour commencer. Ça, c'est souvent ce qu'on me demande. Et comment se former, chose sur laquelle voilà, j'ai longuement insisté dans cette vidéo. Donc, alors, dans un premier temps, une bonne organisation, ça va être primordial. Une chose que j'ai apprise vraiment dans l'entrepreneuriat, chose que je ne savais absolument pas quand j'ai commencé, c'est qu'en fait, c'est pas les grosses difficultés le plus dur. Je pensais vraiment que j'allais avoir des obstacles qui viennent dans tous les sens et que c'est ça qui allait me faire vraiment galérer le plus. Pas du tout. Évidemment, j'ai plein de gros obstacles et évidemment, c'est difficile à gérer, mais c'est pas ça le plus dur en fait. C'est les millions de petites tâches qui s'accumulent. C'est ah zut, il faut que j'envoie un mail à un tel. Oh zut, il faut que je m'occupe de ça. Oh zut, il faut que. Et en fait, ton cerveau, il est en mode non-stop, en train de fonctionner. Et le truc, c'est que je me souviens vraiment, les premiers temps, j'étais à la limite du burn-out parce que, en fait, déjà, comme je vous ai dit, hein, je faisais du 5h, 23h. Mais le pire, c'est qu'une fois que j'allais au lit, c'était pas terminé. C'est-à-dire que mon cerveau voulait pas s'éteindre et je me disais oh non zut j'ai oublié d'appeler un tel, oh non zut j'ai oublié de faire ci, ça rend fou en fait, ça rend complètement fou. Si j'avais pas pris tout en note et si j'avais pas organisé par priorité, je pense que je m'en serais jamais sortie. Vraiment, ne comptez pas sur votre mémoire pour vous rappeler de telle ou telle chose. Dès que vous vous souvenez de faire un truc, même un truc minime, hein, par exemple, je sais pas, prendre en note telle ou telle chose ou appeler telle personne, ou voilà, notez-le. Pourquoi ? Parce que même si vous avez confiance dans votre mémoire, en fait, vous êtes en train d'accaparer votre capacité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de vous servir de votre capacité cérébrale pour être là à réfléchir sur votre projet, pour être en train de faire des choses vraiment productives, en fait, votre cerveau, il est accaparé par des millions de petites choses qu'il est censé faire et qu'il essaye désespérément de garder en mémoire. Donc vraiment très très important, une bonne organisation, prenez tout en note et organisez par priorité, ne faites pas n'importe comment. Voilà, du plus important au moins important. Donc en plus de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, les conseils que je vous donnerai, c'est formez-vous sans cesse, ne cessez jamais d'apprendre. Éloignez-vous des personnes toxiques de votre entourage qui vont essayer de vous décourager. Comme je vous l'ai dit, hein, vraiment dans un premier temps, beaucoup de personnes vont apporter leur grain de sel. Beaucoup de personnes vont être toxiques pour vous, même si c'est pas forcément des personnes toxiques au départ. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, une personne toxique, c'est une personne qui est toxique pour vous. Ça ne qualifie pas la personne. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est une personne qui est géniale pour quelqu'un d'autre, mais elle est toxique pour vous. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose de très important à rétablir. Une personne n'est pas toxique, elle est toxique pour vous. Et parfois, dans ce cas de figure, en fait, la personne va même pas forcément être toxique pour vous, mais dans ce cas de figure, elle va se montrer toxique par tous les découragements et les pensées limitantes qu'elle va vous apporter. Donc, essayez de vous éloigner de tout ça. Moi, vraiment, au début, dès que quelqu'un voulait venir m'apporter son opinion, pas du tout sollicitée, je cherchais même pas à débattre, je coupais court à la discussion, je trouvais un moyen de changer de sujet ou quoi que ce soit, parce que ça m'intéressait pas d'entendre ce genre de choses. Et puis surtout, les discours ont vite changé quand les résultats ont été au rendez-vous. Quand j'ai commencé, il y a vraiment plusieurs personnes dans mon entourage qui ont été hyper décourageants, hein, qui me lâchaient des mais t'es folle, mais ça marchera jamais, mais t'as commis une grosse erreur, tu vas finir par le regretter, blablabla. Ils savent tout mieux que tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, ces mêmes personnes-là cherchent à avoir des infos sur mon business, me demandent si je recrute aussi, ça je l'ai eu plusieurs fois. Donc en fait, dites-vous vraiment juste un truc, hein, les gens pourront être extrêmement négatifs et puis d'un coup, quand ils vont voir les résultats, ils vont changer d'opinion du tout au tout. C'est ce dont je vous avais parlé aussi dans la vidéo sur la confiance en soi. Clairement, il faut pas en tenir compte. Donc moi, ce que je faisais, c'est vite, soit je m'éclipse, soit je change de sujet, soit je coupe court à la discussion, mais clairement, ça m'intéressait pas de rentrer dans ce genre de débat. Dites-vous que eux, ils parlent, vous agissez. Dans le pire des cas, vous aurez échoué, mais vous aurez tenté quelque chose que vous aimez. Vous aurez pas le regret dans 20 ans de vous dire j'ai vécu une vie qui me correspondait pas. Même si vous échouez, vous aurez absolument tout à gagner. Et puis si ça se trouve, ça va parfaitement réussir et vous serez hyper heureux de pas les avoir écoutés. Dites-vous juste un truc, c'est que dans 20-30 ans, votre entourage, il se souviendra plus de tout ça. Ils seront allés vivre leur vie, ils auront fait ce que eux voulaient faire, etc. Ils se
n'associeront plus tout ça et vous en fait vous aurez personne à blâmer, hein. C'est-à-dire que vous pourrez pas aller voir votre entourage en disant c'est votre faute si je me suis pas lancée il y a 20 ans, j'avais envie de le faire et vous m'avez découragé. Ils te diront bah nous on t'a conseillé, si tu avais envie de te lancer t'avais qu'à te lancer tout simplement. Donc en fait vous aurez que vos yeux pour pleurer, vos regrets pour hanter vos nuits d'insomnie si je puis dire. Donc clairement voilà, c'est absolument pas une raison de laisser tomber vos rêves. Dites-vous que certes vous allez en contrarier certains, mais ils vont oublier, hein, ils vont passer à autre chose, ils vont pas rester focalisés là-dessus toute leur vie. Non. Alors, comment se former ? Je vais commencer simplement par dire que je n'ai jamais payé à proprement parler pour me former. J'ai jamais payé une formation. Tous ces trucs-là de coaching, de je ne sais quoi qu'il y a aujourd'hui qui pullulent sur Internet. J'ai jamais fait ça. Vraiment jamais, jamais. Moi, je me suis formée principalement avec du contenu gratuit. Encore une fois, c'est du contenu, voilà, je parlais anglais, donc forcément, ça aide énormément. C'est pour ça que je vous dis, le fait de parler anglais, c'est quelque chose qui peut grandement jouer dans votre manière de vous former. Et puis surtout, c'est quelque chose qui n'est plus compliqué. Aujourd'hui, voilà, avec Zia, en 3 mois, on atteint un niveau courant et boum, c'est plié, c'est réglé. Donc il y a du contenu aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu qui est traduit qu'à l'époque où je me suis lancée. Mais bon, voilà, forcément, ça limite à ce contenu-là. Donc du coup, je me suis vraiment principalement formée avec du contenu gratuit. Je me suis formée avec pas mal de livres. La plupart du temps, les livres, je les payais pas forcément. Après, bon voilà, acheter un livre, c'est pas grave, hein, c'est très bien d'acheter un livre. Je vous encourage vivement, donc pour tout ce qui est livre, voilà, je vous mettrai une petite liste de lecture. La plupart du temps, je les achetais pas, mais c'était surtout par souci de minimalisme. Donc souvent, je les lisais par exemple sur Cooper, qui est une application qui permet voilà, d'avoir des résumés de livres qui portent voilà, sur le business, le développement personnel, etc. Donc ça permet vraiment de résumer en fait les idées les plus importantes dans les livres parce que souvent ça se répète beaucoup, donc voilà, ça vous évite de perdre énormément de temps. Il y avait aussi voilà, des livres que j'empruntais à la bibliothèque, il y avait des livres que j'écoutais en audio sur Audible. Bref, donc même si voilà, le peu de contenu que j'ai payé, souvent c'était des livres, en fait c'était uniquement des livres, je crois que j'ai rien payé d'autre à part ça. Donc je me suis formée avec beaucoup de vidéos, avec beaucoup d'articles, avec beaucoup de conférences, enfin, bref, tout ce que je pouvais trouver, je mettais la main dessus et on a en fait vraiment un contenu qui est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec Internet, on a une quantité astronomique de contenu. Je fais clairement pas partie de ceux qui veulent qu'on leur dépose tout dans la main avec une formation clé en main. Déjà parce que je pense pas qu'il existe de formation clé en main, vraiment. C'est-à-dire que chaque expert a ses propres spécialités, etc. Donc pour moi, on peut pas me dire, voilà, tiens, une formation sur l'entrepreneuriat, tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir. Non. Donc du coup, voilà, moi je variais énormément les sources. J'ai vraiment cherché à droite, à gauche tout ce que je pouvais trouver parce que voilà, j'adhère pas non plus à tout et puis tout ne s'applique pas forcément à ce que je cherche à faire, etc. Donc voilà, j'ai jamais véritablement payé pour apprendre. Les ressources sont illimitées, il faut aller les chercher, c'est très important. Voilà aussi de se faire sa propre idée, sa propre opinion, parce que forcément quand on nous met une formation clé en main, c'est aussi se restreindre à la seule pédagogie de la personne et ça je trouve ça un peu dangereux et très limitant. Donc c'est quelque chose sur laquelle voilà, j'adhère pas du tout, moi clairement c'est pas du tout mon truc. Tout ça pour vous dire vraiment qu'il n'y a pas besoin de lâcher des sommes astronomiques pour pouvoir se former. Il n'y a pas besoin d'être Einstein non plus pour se former. On a Internet, on a énormément de ressources à disposition, il faut s'en servir. Alors je vous conseille vivement aussi d'aller chercher des groupes d'entrepreneurs sur Facebook. Il y en a plein, il y en a vraiment des dizaines voire des centaines et c'est génial parce qu'en fait tu as une espèce de communauté avec plein d'autres personnes qui sont dans ton cas, qui entreprennent, etc. D'autres ont plus d'expérience que d'autres, etc. Et moi je me souviens que dans plein de situations où je galérais, où je savais pas forcément quoi faire, j'ai pu poser la question comment faire telle chose, est-ce que quelqu'un a déjà été dans mon cas, etc. Et je trouve ça absolument génial parce que voilà, il y a des personnes qui sont déjà passées par votre cas de figure et qui pourront vous conseiller. Donc voilà, vraiment si je peux vous recommander un truc, c'est aller vous inscrire à un maximum de groupes Facebook d'entrepreneurs. Vous tapez juste entrepreneuriat ou entrepreneur sur la barre de recherche et vous allez en trouver plein. Donc inscrivez-vous à un maximum de groupes et vous verrez du coup que voilà, vous allez déjà apprendre énormément de choses et surtout pouvoir demander de l'aide quand vous en avez besoin. Après au niveau de mes influences, vraiment c'est très très varié. Je sais même pas si je peux si je peux vous citer tout le monde. Moi j'ai une très mauvaise mémoire des noms, mais bon voilà, évidemment l'inimitable Gary Vee, Tony Robbins, Mel Robbins aussi que j'aime bien, je vous mets tout ça en barre d'infos, Dave Ramsey qui est excellent pour tout ce qui est financier, gestion financière, etc. Simon Sinek aussi qui est pas mal du tout, enfin bref voilà, vous en avez une multitude et le truc c'est que par exemple voilà, en allant sur YouTube, en cherchant par exemple, je sais pas, vous tapez Tony Robbins Business par exemple, vous allez trouver tout un tas de contenus de Tony Robbins par rapport au business et en fait ça
va aussi vous envoyer vers d'autres vidéos, d'autres experts qui eux aussi parlent de business et ça va vous permettre d'en découvrir d'autres. Pareil sur Instagram par exemple, il y a plein de pages là, qui partagent justement des astuces, business, entrepreneuriat, etc. Ça permet aussi de découvrir de nouvelles influences. Donc vraiment, fouillez, c'est le mot d'ordre, fouillez, allez chercher, vous allez trouver une multitude de sources. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé de la rendre la plus complète possible, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de la partager, soutenez-moi à fond en faisant ces petites actions-là. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur Facebook et Instagram, c'est vraiment là que je suis la plus active, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur thehustle.com. Bye!